neurologiques, certains mouraient et même les fabricants déconseillaient de respirer leur rafraîchisseur d'air. Donc, je vous invite à visiter notre boutique pour nos anciens numéros. On a débuté en 94. Et je vous invite aussi à télécharger, si vous voulez plus d'informations. Il y avait un symposium du ministère de la Défense dès 2001. J'avais été invité à Ottawa pour cette journée, entre autres avec le docteur Jerry Ross, qui disait qu'il était hypersensible. Une centaine d'employés d'un hôpital à Halifax avaient été empoisonnés par un produit chimique, dont Dr. Ross, qui était devenu hypersensible aux produits chimiques. Alors, voici mes références avant de débuter avec notre première conférencière. On peut télécharger le guide matériaux de construction pour les personnes hypersensibles à l'environnement en le cherchant tout simplement sur notre site maisonscène.ca ou sur Google. Et on vous invite à lire aussi la version PDF du livre Habitat sain et écologique de Ginette Dupuis, qui est toujours disponible, donc la version numérique. Et ma Bible, c'est le guide de l'habitat sain des médecins Dr. Pierre et Suzanne Déhoux en France. Et la toute dernière version des prescriptions pour une maison saine en anglais, un livre américain auquel j'ai collaboré. La quatrième édition vient de sortir. Et bon, vous allez voir aussi dans notre boutique, il y a des formations que j'ai données en YouTube également sur tous ces sujets. Et ma dernière référence, c'est un site en anglais, mais qui vaut vraiment la peine parce que c'est un organisme indépendant qui donne vraiment en détail quelles sont les questions qu'il faut poser aux fabricants, aux détaillants, aux distributeurs de divers produits pour s'assurer d'avoir une maison saine. Alors, quand je donne des cours et des conférences, des consultations, je dis toujours aux gens, votre premier devoir, c'est de télécharger le guide Sabotage hormonal à cette adresse. Un excellent guide québécois produit pour les femmes enceintes, les familles québécoises, produit par le Réseau québécois des femmes en environnement. Et ce soir, on est très, très fiers d'avoir Lise Parent avec nous, qui est l'ancienne présidente de ce réseau des femmes en environnement et qui est titulaire d'un postdoctorat en sciences de l'eau de l'Institut national de recherche scientifique et qui a développé des programmes qui est vraiment notre experte québécoise au niveau des perturbateurs endocriniens. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Lise. Alors, merci beaucoup, André. Premièrement, humblement, je ne suis pas l'experte du Québec sur les perturbateurs endocriniens. Il y a vraiment des chercheurs de haut niveau qui travaillent sur les perturbateurs endocriniens. Alors, par contre, je suis parmi les celles qui en ont parlé le plus rapidement possible, il y a à peu près une vingtaine d'années. Alors, je vais effectivement vous parler des perturbateurs endocriniens. Si on avait été en salle, j'aurais demandé aux gens de lever la main, ceux qui connaissaient les perturbateurs endocriniens, qui avaient déjà entendu ce terme-là. C'est un terme qui est un peu rébarbatif. On pourrait appeler ça les perturbateurs hormonaux ou les fausses hormones. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est issu d'un projet du Réseau des femmes en environnement qui s'appelle Mon éco-santé au quotidien. Et puis, alors, je vous remercie d'être présent aujourd'hui à la Maison du développement durable. J'aurais aimé ça me présenter à la maison, mais on va faire ça de la maison par Zoom. Alors, bon, OK. Alors, je voudrais juste dire quelques mots par rapport au Réseau des femmes en environnement. Je ne sais pas si vous connaissez qui sont les femmes, qui est le Réseau des femmes en environnement. C'est un réseau qui a été créé il y a à peu près 23 ans, ben, pas à peu près, exactement il y a 23 ans. Et puis, c'est une gang de filles, de femmes extraordinaires qui sont toutes impliquées d'une façon ou d'une autre dans le domaine de l'environnement, puis qui démarrent des initiatives à partir d'idées qu'on a au réseau, mais c'est vraiment pour former, inculquer des nouvelles façons de faire par rapport au développement durable et à l'environnement, la santé, le bien-être, auprès de tout le monde, auprès de monsieur, madame, tout le monde, et aussi auprès des organisations aussi.
Alors, le réseau offre différents services, de la formation, des conférences, un peu comme je fais présentement, mais aussi de l'accompagnement, des services conseils, du réseautage, du rayonnement. Puis, on travaille dans on a certaines expertises plus que d'autres, et puis vous les avez ici présentées. Si ça vous intéresse, je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas ma diapo. OK. Si vous voulez avoir des informations ou même si vous voulez devenir membre, vous pouvez aller sur le site web du Réseau des femmes en environnement. Alors, sans plus tarder, ça fait à peu près une vingtaine d'années, là, peut-être un peu moins, qu'on parle, qu'on se cache dans dans les bureaux pour parler de perturbateurs endocriniens au Réseau des femmes en environnement, entre autres, hein. Mais chaque fois que je fais des présentations depuis cette époque-là, il y a toujours des personnes qui me disent: je ne connais pas ça. Comment ça se fait on n'en sait pas plus? Comment ça se fait qu'on n'apprend pas ça à l'école, etc.?» Alors pourtant, il y a quand même il y a beaucoup d'informations, de diffusion des connaissances par rapport aux perturbateurs endocriniens. Par exemple, ici, dans Québec Science, en 2017, il y avait un article sur les perturbateurs endocriniens, la menace invisible. Il y a même au gouvernement, dans les sites des gouvernements canadiens et québécois, il y a par exemple ici au Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, qui a tout un site web dédié aux perturbateurs endocriniens avec plein de réponses à des questions à ce sujet-là qui sont très bien faites. Si vous voulez vous informer par rapport aux perturbateurs endocriniens, vous pouvez consulter les différents sites. Au ministère de l'Environnement du Québec aussi, le coin Rafale de Rafale, sais-tu ce que sont les perturbateurs endocriniens? Alors, vous voyez, on en parle quand même beaucoup. Je ne pourrais pas non plus passer sous silence le site web de Theo Colburn sur les perturbateurs endocriniens de Chronic Disruption Exchange, qui est une pionnière par rapport aux perturbateurs endocriniens. Au Québec, depuis quelques années, on a le Centre intersectoriel et interdisciplinaire en analyse sur les perturbateurs endocriniens qui a été créé par deux collègues de l'INRS, Isabelle Plante et Valérie Langlois, qui regroupe à peu près 200 chercheurs à travers le Canada qui se concentrent sur l'étude des perturbateurs endocriniens. Alors, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'organismes qui s'y intéressent. Évidemment, tantôt, André a parlé de sabotage hormonal et du Réseau des femmes en environnement qui travaille depuis une vingtaine d'années aussi. Il y a d'autres organismes au Québec comme Action Cancer du sein, etc. Puis nous, on est très, très influencés aussi par ce qui se fait en France, parce qu'en France, ils sont très avancés en matière de perturbateurs endocriniens. Ils ont, par exemple, le réseau Environnement Santé, de qui on s'inspire beaucoup, qui ont fait, par exemple, des campagnes villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, etc. Alors, pour vous dire, c'est qu'on en parle beaucoup, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de monde qui connaissent pas vraiment ça. Alors, ce qu'on va faire avec les 15 minutes qui me restent, ça va être vraiment regarder c'est quoi des perturbateurs endocriniens, c'est quoi la petite histoire. On va voir un peu les effets sur la santé, pas trop, on n'a pas énormément de temps, et puis comment agir collectivement. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, avec le CIAP qui a été créé, ça donne bien parce qu'on vient de publier dans une revue, The Environmental Research, 14 articles sur autant de sujets qui touchent les perturbateurs endocriniens. Alors, on fait vraiment l'état des connaissances là, des 25 dernières années sur l'effet de ces substances-là. Alors, ça, c'est toujours les deux diapos que je traîne avec moi, qui sont peut-être un peu désuètes, mais dans le fond, c'est juste que ça explique ou ça montre d'où on est parti quand on s'est intéressé aux perturbateurs endocriniens. Alors, dans la diapo de gauche, qui est en vert, on a pris différentes analyses sanguines, là, puis on les a mis ensemble pour montrer la diversité de polluants qu'on pourrait trouver dans une prise de sang de tout un chacun partout à peu près sur la planète, puis même chez les ours polaires, là. Alors, vous voyez qu'on trouve là-dedans évidemment des métaux lourds, mais il y a aussi des pesticides, il y a des substances organiques comme les BPC, il y a des retardateurs de flamme, tout ça. On ne vous demande pas d'être capable de lire même qu'est-ce qu'il y a là-dessus, mais il y a une panoplie de substances qui n'existait peut-être pas nécessairement il y a 80 ans ou il y a 50 ans, et puis qui, chez à peu près tout le monde, on pourrait mesurer dans le sang ou dans l'urine.
Alors, c'est quand même assez particulier parce que on se dit, ben, on ne travaille pas dans une usine, on ne travaille pas dans un milieu qui pourrait nous contaminer. Alors, d'où ça vient, ces substances-là? Alors, il y a, excusez-moi, il y a des groupes qui ont fait aussi l'expérience de mesurer qui avait comme hypothèse que peut-être que ça viendrait de nos maisons. Alors, ils ont fait des analyses du contenu des sacs d'aspirateurs dans les maisons. Puis là, c'est une accumulation. Là, c'est pas, on ne retrouve pas nécessairement tout ça dans une seule maison, mais c'est pas, ça ressemble pas mal au portrait général. Mais on retrouve dans ces échantillons-là des retardateurs de flammes, des pesticides, des plastiques, des phtalates, dont on va parler un peu tout à l'heure. Alors, vous voyez que il se peut effectivement que la pollution qu'on retrouve dans notre sang provienne de nos maisons. Alors, on se posait beaucoup de questions par rapport à ça. Comme je disais tout à l'heure, on ne travaille pas dans des usines qui produisent ces produits-là. Comment ça se fait? L'enregistrement a terminé. En tout cas, comment ça se fait on retrouve ces substances-là dans notre corps? Puis même les bébés, il y a des analyses, des études qui ont démontré que des bébés à la naissance, dans le cordon ombilical, on pourrait trouver même une centaine de substances dont on parlait tout à l'heure, et puis partout sur la planète, même au pôle Nord, etc. Alors, pour répondre à ces questions-là, il faut un peu comprendre d'où viennent les substances qui sont détectées. Je vais vous montrer deux exemples. La première, ce sont par rapport aux phtalates. Alors, c'est quoi les phtalates? Ce sont des substances chimiques qui viennent donner de la flexibilité au plastique. Puis c'est aussi un fixateur. Alors, on voit les phtalates, c'est une famille de substances chimiques. Il y a plein de petits congénères qu'on a dessous. Puis, ces substances-là, on peut les trouver autant dans les produits de soins personnels parce que c'est souvent associé au parfum. Alors, on peut les trouver dans les produits coiffants, dans les désodorisants d'intérieur, finalement, dans tous les produits qui sont parfumés, mais pas juste dans les produits de soins personnels. On les trouve aussi dans les objets de plastique. Peut-être que l'ambassadeur du phtalate, ce serait peut-être le petit canard jaune, là, le petit canard, le jouet là, pour un enfant. Alors, on les trouve aussi dans les contenants et les pellicules de plastique, puis on les trouve aussi dans les produits biomédicaux. Alors, vous comprendrez que une même famille de substances, on ne la trouve pas dans un seul produit. On la trouve dans une panoplie de produits qui sont quand même assez familiers tous les jours dans la maison. Un autre exemple, ce serait les composés perfluorés. On en entend quand même pas mal parler de ce temps-ci, les PFOA, les PFOS, qui sont des substances qui sont utilisées, dans le fond, c'est pour nous rendre service, c'est pour répondre à des besoins qu'on a. Alors, qui sont utilisés pour empêcher que les choses collent. Alors, où est-ce que les choses collent? C'est beaucoup dans la cuisine. Alors, on a des poêles antiadhésiques qui sont traités avec ces substances-là, les emballages alimentaires, mais on n'en retrouve pas juste dans les ustensiles de cuisine, on en retrouve aussi, par exemple, pour traiter les tissus et les tapis, les recouvrements de fauteuils, là, pour éviter les taches. On en a même dans les crèmes pour le corps, vous savez, dans la soie dentaire. Et puis, pour rendre nos vêtements de sport, pour qu'ils puissent respirer, mais aussi pour qu'ils puissent perler, là, que l'eau ne puisse pas s'imbiber dedans. Puis, on en retrouve aussi dans les équipements médicaux. Alors, vous comprendrez encore une fois avec cet exemple-là, parce que je pourrais vous en donner des dizaines d'exemples, que cette famille de composés-là ne se retrouve pas seulement à un seul endroit, mais se retrouve dans une panoplie d'objets qu'on utilise régulièrement. Alors, tout ça pour vous amener aux fameux perturbateurs endocriniens. Alors, les perturbateurs endocriniens, c'est quoi? Alors, tantôt, je disais perturbateur hormonal, peut-être fausse hormone, mais c'est ça. C'est une substance ou un mélange exogène qui est capable d'induire une perturbation endocrinienne. On va voir tantôt c'est quoi une perturbation endocrinienne dans un organisme, mais dont les effets, ça peut entraîner des effets néfastes, pas seulement pour cet organisme-là, mais aussi pour tous ses descendants. Puis, au sein de sous-populations, c'est ça qui est le plus important, c'est que ça peut aller d'une génération à l'autre. Alors,
On va faire un petit cours de bio 101 sur le système hormonal. Quand on parle du système hormonal ou du système endocrinien, on pense souvent aux glandes du système reproducteur, les ovaires, les testicules, mais il y a aussi le pancréas, les surrénales, sur les reins, il y a la thyroïde, l'hypophyse puis l'hypothalamus. Puis qu'est-ce que ça fait, le système endocrinien? C'est que ces glandes-là sécrètent des hormones qui sont comme des petits messagers qui vont finalement communiquer entre les différents organes, entre les différentes fonctions métaboliques et pour faire en sorte d'assurer une espèce d'homéostasie, une espèce d'équilibre dans le fonctionnement du corps et qui sont très, très sollicités lorsque c'est le moment de se développer. Alors, euh, qu'est-ce que ça fait un système hormonal? Évidemment, on pense beaucoup à tout le système de la reproduction relié à la naissance, le développement du fœtus, la croissance, la reproduction, mais c'est aussi tout, tout ce qui fait de notre quotidien, nos comportements, nos sensations, que ce soit l'appétit, que ce soit le sommeil. Moi, une chose qui m'impressionne toujours, c'est la température du corps, qui est de 37, à peu près 37-37,2, là, qui fasse très froid comme aujourd'hui ou très chaud comme en juillet. Et puis, la température reste toujours suffisamment, quand même assez constante. C'est quand même un thermostat assez génial, hein. Mais c'est les hormones qui font ça, qui se promènent puis qui s'assurent que le corps va rester à la température optimale pour ses fonctions. Tout ce qui est gestion des graisses, des sucres, la pression artérielle, etc. Là, les hormones, ils jouent un rôle essentiel dans tout ça. Alors, rapidement, juste pour vous donner un exemple là, de comment, qu'est-ce qui fait qu'un perturbateur endocrinien, une substance chimique qui se prend pour une hormone pourrait faire. Alors, dans un fonctionnement normal du système endocrinien, on aurait, c'est vraiment simpliste là, ce que je vais vous présenter, on aurait par exemple une glande surrénale qui va produire, par exemple, de l'adrénaline dans ce cas-là, qui va, pour répondre à un besoin du corps, qui va aller, par exemple, se lier sur des sites spécifiques sur une cellule, dans cet exemple très simpliste, cellule du cœur, par exemple, pour accélérer le rythme cardiaque. Ça va donner effectivement une augmentation du rythme cardiaque. Mais là, je vais vous donner juste un exemple de perturbateur endocrinien qui pourrait exister. C'est, par exemple, la glande produit son adrénaline normalement, mais pendant ce temps-là, il y a ces espèces de petites molécules-là qui s'apparentent à des hormones naturelles. Ça peut être un petit phthalate, un petit peu, je dis un peu n'importe quoi, mais une substance chimique qui a une configuration similaire, puis qui va venir qui va venir se mettre dans le site qui était spécifique, par exemple, si on prend l'adrénaline de tout à l'heure, et puis qui va venir bloquer finalement l'action réelle qu'auraient les hormones sur l'exemple qu'on avait tantôt sur les cellules du cœur. Puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va engendrer une réaction qui va être anormale. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'on a ces substances-là dans notre corps, une fois qu'on comprend un peu le genre de, 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 de- de perturbations que ces substances chimiques-là peuvent avoir sur notre corps, dans la réalité, là, qu'est-ce qui se passe? Bien, moi, je suis écotoxicologue. Je travaille normalement plus au niveau des animaux. Et puis, avec les perturbateurs endocriniens, c'est ça qui s'est passé. C'est qu'on a observé dès le début des difficultés, par exemple, dans la reproduction ou de certaines populations. Par exemple, des oiseaux qui avaient un déclin dans les populations d'oiseaux parce que les coquilles des oisillons étaient trop friables. Ça peut être, par exemple, la reproduction des alligators en Floride parce qu'il y avait des pénis trop petits, mais pas loin de chez nous, par exemple, en aval de Montréal, on peut retrouver chez certaines espèces de poissons, chez un tiers des mâles, des poissons qui vont développer des ovaires, qui vont développer des œufs. Alors, c'est quand même assez particulier de trouver des mâles à cette proportion-là qui vont développer un système qui s'apparente à celui d'un système féminin. Alors, chez les mâles. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas des poissons, c'est pas ça qui est, on n'a pas le même métabolisme, on n'est pas exposé de la même façon, mais quand même, pour ce qui est du système hormonal, il y a quand même beaucoup, beaucoup de similitudes, surtout chez les vertébrés, là.
chez les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, là, où il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été faites, par exemple, sur les rats. On en parlait tantôt avec André. Et chez les humains, puis depuis les années, depuis plusieurs années, mais de plus en plus dernièrement, on observe chez tous les animaux des effets des perturbateurs endocriniens sur la reproduction. Alors, quand on voit ça, puis qu'on observe ça, il me semble qu'il y a quand même beaucoup de preuves qui vont dans le même sens, comme quoi ces substances-là ont des effets non négligeables sur la santé reproductive. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'on observe ça dans la nature, même chez l'humain, mais comment ça se fait que si c'est si grave, comment ça se fait qu'on n'y porte pas plus attention? Comment ça se fait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui, qui y croient peut-être même pas ou qui se sentent pas concernées par cette problématique-là? Alors, c'est parce que il faut comprendre que c'est des substances, comme j'en le montrais tout à l'heure, qui sont partout. Tu sais. Il y en a partout, 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 partout. Peut-être qu'après la soirée avec les autres conférenciers, on va pouvoir avoir une idée d'en avoir moins, mais il y en a quand même beaucoup dans nos environnements, que ce soit dans la maison, mais au travail, ailleurs aussi. Alors, c'est pas des substances qui vont nous rendre malades du jour au lendemain, hein. On ne va pas s'intoxiquer, on va pas nécessairement développer une espèce d'allergie ou quelque chose comme ça du jour au lendemain. C'est des choses ce sont des substances qui vont agir à long terme sur le système, qui vont engendrer des maladies chroniques peut-être à long terme. Puis on ne perçoit pas le danger nécessairement, parce que ce n'est pas des substances qui sentent quelque chose nécessairement. Ce n'est pas des substances qui vont te brûler. On ne va pas ressentir. Alors, puis, on peut se dire aussi, elles sont incluses dans plein de produits qu'on achète sur les tablettes des magasins. Alors, si elles sont là, normalement, on se dit, on aurait confiance qu'elles sont inoffensives. Puis, il ne faut pas oublier aussi que notre maison, c'est un peu notre nid, hein, c'est l'endroit sécuritaire. Alors, c'est difficile psychologiquement de croire que dans notre maison, on a des objets, des substances qui peuvent nous rendre malades. Enfin, tout le processus d'évaluation gouvernementale par rapport à ces substances-là est à revoir parce que là, on a affaire, comme vous l'avez vu tout à l'heure, si on fait des normes, par exemple, substance par substance, bien, on n'est pas exposé à une seule substance, on est exposé à plein de substances. Et puis avec ces substances qui sont des perturbateurs endocriniens, c'est plus la dose qui fait le poison, mais c'est peut-être plus la fenêtre de vulnérabilité. Alors, ce sont les enfants, ce sont évidemment le fœtus et puis les adolescents. Alors, ça change un peu la donne par rapport à ça. Là, je vois que je suis rendue à mon 20 minutes. Alors, je vais simplement les problèmes de santé qui sont liés aux perturbateurs endocriniens, puis c'est démontré, ce sont ceux qui apparaissent à l'écran actuellement. Alors, vous voyez, ce sont tous des problèmes de santé chroniques qui sont assez contemporains. Je vais passer à la dernière diapo, parce que sinon, je vais me faire chicaner. Là, on peut conclure en disant que tout le monde est exposé aux perturbateurs endocriniens. Et puis, il y a une augmentation rapide des maladies chroniques qui est liée aux perturbateurs endocriniens. Puis, les périodes d'exposition qui sont les plus dommageables, ce serait au niveau fœtal et de la puberté. Alors, vous voyez cette diapo-là qui a été empruntée de l'ANSES en France, je la trouvais bien parce qu'il y a vraiment tout là-dessus. Il y a plein de perturbateurs endocriniens, on explique où est-ce qu'on les retrouve et on explique les différents effets. Alors, pour terminer, évidemment, il faut faire des choix par rapport à la substance qu'on consomme, mais c'est un peu odieux que l'individu ait à faire des choix. Alors, on peut faire des choix de consommation éclairée, mais il faut aussi qu'on nous offre on nous offre des choix et puis qu'on ne nous mette pas non plus, qu'on ne nous permette pas de s'exposer à ces substances-là. Au niveau scientifique, ben, il faut quand même faire attention. Il faut vraiment regarder tout ça de façon indépendante. Il y a une éthique, il y a une science. Il faut aussi transférer le savoir. Au niveau des entreprises, peut-être il y a plein d'entreprises qui s'y intéressent actuellement parce que c'est quand même un enjeu de santé important.
Alors, il y a des entreprises qui changent leur façon de faire, qui sont plus éco-responsables. On parle aussi de chimie verte. Et pour les gouvernements, il faut vraiment financer la recherche indépendante pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir trouver des solutions. Il faut adapter la législation, il faut, repenser peut-être comment appliquer le principe de précaution, par rapport la gestion de risque comme on le fait ici au Québec au Canada. Alors, je vais vous laisser là-dessus et puis si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Merci beaucoup et désolée d'avoir, dépassé mon temps. Non, ça va. Merci beaucoup, Lise, la belle présentation. Si j'ai compris, Maude, on va prendre les questions à la fin seulement. Donc, je suis très content de voir que Ginette Dupuis est avec nous, notre prochaine conférencière, en direct par satellite, pas toujours rapide. Donc, si tu me permets, je vais partager mon écran. Voici. Alors, depuis 1990, je m'intéresse à la bioconstruction qui vient d'Allemagne, qu'on appelle la Baubiologie. C'est Bau pour bâtiment. Et on est très chanceux au Québec, il y a des architectes qui sont intéressés à ça, dont Ginette, qui n'est pas membre de l'ordre, mais elle a une maîtrise en aménagement après son bac. Et puis, c'est une auteure et elle a fait les formations aux États-Unis. Donc, on peut aller voir le site américain, le site allemand d'origine, mais il y a aussi le site français où on a la définition de la biobiologie selon les 25 critères. Et Ginette a collaboré, comme vous avez vu tantôt là, sur la première diapo, elle a écrit des articles là-dessus. Donc, je vous invite à lire ça par la suite. Mais c'est vraiment l'idée de se rapprocher de la nature le plus possible. Essayer d'avoir une maison la plus naturelle possible. C'est difficile dans notre monde moderne, évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Pourquoi? Ben parce qu'on voit que la santé s'améliore. C'est des architectes allemands qui ont développé ça à la fin des années 60, quand beaucoup de gens déjà étaient malades à cause des polluants chimiques dans nos maisons. Donc, Ginette, comme je disais, après son bac, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand elle a fait sa maîtrise, elle a eu une bourse pour aller à Grenoble, à l'école d'architecture, qui est spécialisée en construction d'architecture en terre et qu'elle a même testé grâce à une bourse de la SCHL pour voir que c'est un matériau vraiment excellent du point de vue de la masse thermique, beaucoup mieux que le béton, comme elle va nous expliquer. Et en plus d'être certifiée consultante par l'Institut américain de biobiologie, elle a signé le livre Habitation écologique aux éditions Québécois qui est disponible seulement en version numérique aujourd'hui. Et ce qui est le plus excitant, c'est que Ginette donne des formations sur la construction de divisions intérieures en blocs de terre comprimés. Je vous invite à visiter son site et à découvrir sa maison. Donc, Ginette, est-ce que tu es là? Ginette? Oh, ton micro, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Demander de réactiver le son, parce que sinon, c'est moi qui va faire la présentation. Oui, es-tu là, Ginette? Ben, moi, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend. Merci de te joindre à nous. Bon. Donc, on va commencer. Bon, mais vous me voyez pas. On ne te voit pas, mais on voit tes diapos. Ta Bon, caméra OK. ne semble pas allumée. Tu veux cliquer sur l'icône en bas à gauche pour la vidéo? Sur le start vidéo? Oui, vidéo en bas à gauche, c'est ça. Ah, bon, voilà. OK. Ah, Est-ce que je peux aller à l'autre diapo, l'introduction? Ici, tu veux dire? Oui. OK. OK, on commence? Oui. OK, d'accord. Alors, l'intérieur de nos maisons modernes, OK, qui sont bien isolés et puis hermétiques et qui sont construits avec des matériaux de synthèse, nous rendent malades à l'intérieur de nos maisons. OK? Alors, prochaine
La prochaine diapo. OK. Alors, je vous présente ma maison, qui est la première maison en bloc de terre comprimé au Québec. Mon seul mérite, c'est d'avoir adapté ce matériau au climat du Québec. Donc, à l'extérieur, vous ne pouvez pas voir que c'est une maison en terre, mais à l'intérieur, la terre, les blocs de terre comprimés, ils sont à l'intérieur. Donc, vous allez avoir l'occasion de voir tout ça. Pourquoi je vous montre cette maison, c'est que je vais me servir de cette maison pour vous parler de matériaux sains. D'accord? Qu'est-ce qu'un matériau sain? Alors, la première réponse spontanée qui me vient, c'est que c'est un matériau naturel. Aujourd'hui, on parle beaucoup, on utilise l'expression biosourcé. Donc, la terre, le bois, le chanvre, la paille sont des matériaux biosourcés. Okay? Donc, la fabrication de ces matériaux ne va pas polluer notre planète. Okay? Prochaine. OK? Alors, dans mon livre Habitat sain et écologique, au premier chapitre, j'analyse le cycle de vie de 25 matériaux de construction, dont la terre, le bois, le chanvre et la paille. Et ces 4 matériaux de construction sont ceux qui ont la plus faible énergie intrinsèque des 24 matériaux, des 25 matériaux de construction que j'analyse. D'accord? Alors, plus l'énergie intrinsèque est faible, plus le matériau est écologique. Bon. Alors, on va tout simplement prendre comme exemple la Terre. On peut aller à la prochaine. Bon, alors, la terre, je vous invite dans ma chambre à coucher. La terre, les blocs de terre sont faits avec de la terre qu'on trouve sur place ou aux alentours. Okay. La production est faite aussi sur place avec une presse qui est manuelle. Et donc, ce matériau n'a pas besoin de transport. Et de plus, il dure très longtemps. Alors, la prochaine, s'il te plaît. Alors, je vous transporte au Nouveau-Mexique pour voir le Taos Pueblo, qui a été un bâtiment construit il y a 1000 ans en adobe. L'adobe, c'est une des façons de construire en terre. Et puis, aujourd'hui, après 1000 ans, il est encore utilisé. Okay? Donc, la terre dure, le matériau dure très longtemps, mais il a aussi pas besoin de vraiment d'entretien. Et puis, quand il a fini sa vie utile, il retourne tout simplement à la terre sans la polluer. Donc, le matériau terre est le matériau écologique par excellence. Il est sain pour notre planète. Alors là, je vous ai parlé des volets extérieurs d'un matériau sain. Pourquoi je vous ai parlé d'une production de matériaux pour parler de matériaux sains? C'est que on ne peut pas être en santé sur une planète malade. On ne peut pas. D'accord? Alors, l'autre volet des matériaux sains est sa performance à l'intérieur de nos maisons. Okay? La terre, le bois, le chanvre et la paille ont une perméabilité à la vapeur d'eau. Alors, ce sont des matériaux qui respirent. Alors, si la vapeur d'eau peut passer au travers ces matériaux, l'air aussi peut le faire. Et ces matériaux de construction répondent à un des critères de la biobiologie qui dit que
les murs de notre maison sont notre troisième peau, la deuxième étant nos vêtements, et que cette troisième peau doit respirer. Alors, ces matériaux se respirent et parce qu'ils respirent, ne vont jamais développer de moisissures à l'intérieur de leurs murs, ces moisissures qui sont tellement nocives pour nous. Et puis, ces matériaux aussi filtrent les polluants de l'air. Et puis, il n'y a aucun composé organique volatile, c'est-à-dire ces fameux COV qui se dégagent de ces murs. Okay? La biologie nous dit aussi que tout revêtement synthétique crée de l'électricité statique qui détruit l'ionisation de l'air, donc détruit la qualité de l'air. Okay? Les matériaux biosourcés étant naturels ne détruisent pas l'ionisation de l'air, bien au contraire, ils favorisent une qualité de l'air. Okay? Et l'autre qualité est ces matériaux sont hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils absorbent la vapeur d'eau et nous la redonnent quand le besoin s'en fait sentir. Okay? Donc, ils assurent une humidité relative parfaite à l'intérieur de nos maisons. Moi, ma maison, pendant l'hiver, elle a une humidité relative autour de 50%. J'ai surtout pas besoin d'humidificateur. Okay? L'autre qualité du matériau, des matériaux biosourcés naturels, sont leur masse thermique. Okay? La terre, le bois, le chanvre, la paille sont des matériaux qui ont cette masse thermique qui leur permet d'absorber la chaleur radiante. Alors, la prochaine, s'il vous plaît. Est-ce que j'avais une note? C'est pas celle-là que j'aimerais. Je sais pas ce que c'est. Oui, l'architecture bioclimatique. OK? Alors, j'en ai passé des bouts. Alors, voilà. Alors, alors, quand il fait soleil, la chaleur rentre par les grandes fenêtres que vous voyez au sud de ma maison. Et cette chaleur radiante est absorbée par la masse thermique. Okay. Quand il ne fait pas soleil, la prochaine, s'il vous plaît. J'ai mon foyer de masse qui prend la relève. Il est presque au centre de ma maison et la chaleur qui est donnée de ce foyer de masse est aussi une chaleur radiante. Alors, la chaleur du soleil et la chaleur du foyer de masse entrent dans ma masse thermique et est redonnée par la suite quand la température de la maison baisse. Le chauffage radiant est le meilleur chauffage qui soit. C'est le meilleur pour notre santé. Et OK. Alors, voilà. Alors, voilà pour la masse thermique. Maintenant, à cause de leur hygroscopicité et de leur masse thermique, ces matériaux biosourcés sont toujours en interaction avec nous. Ils travaillent continuellement 24 heures par jour, 7 jours par semaine, gratuitement durant toute la vie du bâtiment. Et ce système n'a pas besoin d'être réparé, remplacé. Il est là pour toute la vie du bâtiment. Alors, ces matériaux sont aussi acoustiques. Ils
il accepte les sons et ma maison est feutrée, calme, paisible. Et selon la biogéométrie, la Terre a la même résonance que l'être humain. Nous vibrons de la même façon. Alors, imaginez, et c'est tout à fait normal puisque tout ce que nous mangeons vient de la terre. Alors, imaginez vivre dans une maison de terre. Mais il faut faire très attention pour ne pas recouvrir ces matériaux sains d'une surface synthétique qui pourrait détruire une grande partie des qualités de ces matériaux. Alors, les polluants de l'air, moi, j'aimerais peut-être revenir en arrière, je ne sais pas si je vais pouvoir. Oui. Alors ici, nous sommes dans une des pièces de la maison en terre et vous voyez que les matériaux sont naturels. En fait, il y en a seulement deux. Il y a les blocs de terre comprimés pour les murs et le reste, c'est le bois. Le bois a été traité à l'huile à base de lin, donc une finition tout à fait naturelle. Bon, et après, c'est lequel? Bon, et là, nous sommes dans une petite pièce d'eau et les murs sont finis avec de l'argile, recouverts, protégés par du savon de Marseille. Ça travaille, ça fonctionne très, très bien et c'est tellement simple, c'est vraiment naturel. Et on vient de voir que le bois avait été aussi recouvert d'une huile tout à fait naturelle. Donc, il est très possible dans nos maisons d'avoir des revêtements naturels qui ne font pas les dégâts des revêtements synthétiques. OK. Maintenant, la pollution extérieure. La pollution extérieure pollue nos intérieurs. Et à cette pollution s'ajoute une pollution qui provient des matériaux de construction qui sont partout dans nos maisons modernes. Donc, nos maisons sont plus polluées que l'air extérieur. Pourtant, nous vivons 90% du temps à l'intérieur, autant dans notre maison qu'à notre bureau. Alors, c'est marqué que ma connexion est instable. OK, alors j'espère que tout va bien aller. Il y a 8 ans, j'allais vivre dans cette maison et puis je peux vous dire aujourd'hui que je suis tellement bien dans cette maison que je ne suis plus sortable. Je pense que l'intérieur de nos maisons devraient être un havre de santé, et qu'ils soient bâtis avec des matériaux biosourcés et naturels, qui sont aussi bons pour notre santé que la santé de la planète. Okay? Nous avons vu que les matériaux, la terre, le bois, le chanvre et la paille ont une perméabilité à la vapeur d'eau, donc ils respirent. On a vu aussi qu'ils ne détruisaient pas l'ionisation de l'air. Au contraire, ils augmentaient la qualité de l'air. On a vu qu'ils étaient hygroscopiques et qui assuraient de cette façon une humidité relative parfaite
à l'intérieur de nos maisons. Okay? Ils ont aussi une masse thermique et ils sont acoustiques. Et en plus, on a vu qu'ils travaillaient 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour notre confort. Et en plus, on sait que ce sont des matériaux qui sont sains pour la planète. Donc, ce sont des matériaux sains absolument exceptionnels que nous avons pour construire nos maisons. Alors, en conclusion, j'aimerais vous dire que je ne connais pas de matériaux modernes, dits modernes, qui arrivent à la cheville du matériau terre. Merci beaucoup, Ginette, pour cette belle présentation poétique. Il faut vraiment avoir visité ta maison pour comprendre ce que tu nous partages. C'est tellement vrai. Moi, c'est mon seul regret d'avoir une maison construite en 3 mois où les planchers sont vernis à l'uréthane, les murs ont des finis à faible COV, mais évidemment en résine acrylique plastique. Et puis, j'ai pas de foyer de masse. Ce sont mes seuls regrets. Alors, on va poursuivre. Et ici, je vous invite à aller lire sur mon site ce que la collègue de Lise disait, Louise Van Black, que malheureusement, les scientifiques vont confondre les causes et les conséquences des sensibilités chimiques multiples. Ça cause des effets psychologiques quand on est empoisonné avec des produits chimiques à petit feu ou avec une grosse dose, comme on peut l'être avec des pesticides, par exemple. Et on a aujourd'hui quelqu'un qui va pouvoir faire du pouce sur ce que la SCHL a publié, heureusement, quand la myouf a été interdite en 1980, la mousse isolante du formaldéhyde. Santé Canada l'a interdite parce que ça émettait souvent, quand il y avait de l'humidité dans l'isolant, s'il était mal injecté, par exemple, des grosses émissions qui ont rendu beaucoup de gens malades. Et en 90, la SCHL avait demandé à un médecin de faire un sondage auprès de 34 de ses patients qui ont confirmé, ben, c'est le gros bon sens. Ils ont dépollué leur maison et leurs symptômes sont disparus ou ont diminué radicalement. Et là, on parle de gens extrêmement malades, les plus hypersensibles de tous. C'est environ 3 de la population à l'époque. Et ça a mené la SCHL à faire d'autres études, entre autres une maison de recherche. Et je vous invite à télécharger ce guide-là, Maison de recherche pour les personnes hypersensibles, qui va vous donner la recette de cette maison-là, si vous voulez vous en inspirer. Donc, c'est gratuit en le téléchargeant. Et ça m'a mené aussi, la CHL a publié son guide des matériaux sains. Et juste pour résumer, Ronnie Paris va nous en parler, mais ça ne date pas d'hier, c'est depuis les années 50 qu'un allergologue avait reconnu que certaines personnes réagissaient à des faibles doses là, qui ne font pas réagir le commun des mortels, des très, très faibles doses de produits chimiques, mais que ce n'est pas une réaction allergique immunitaire, c'est vraiment toutes sortes de symptômes qui touchent tous les organes et c'est tous les produits chimiques qui peuvent agir et malheureusement, comme je disais tantôt, comme ils n'ont pas de preuve hors de tout doute des mécanismes, comment les symptômes sont causés par la pollution chimique, il y a encore des gens qui soupçonnent que ce serait psychosomatique, mais on sait qu'il n'en est rien quand on dépollue nos maisons. Et dès 1999, Ronnie m'expliquait que cette définition d'hypersensibilité chimique multiple n'a jamais été contredite. Ce sont vraiment des symptômes chroniques, reproductibles, avec l'exposition à ces substances et des très faibles doses et réaction à des multiples produits chimiques qui n'ont aucun lien les uns entre les autres, qui vont toucher plusieurs organes et symptômes. Et donc, les symptômes sont atténués ou disparaissent quand on retire les déclencheurs. Évidemment, les médecins doivent faire des tests pour exclure toute autre forme de maladie avant de poser le diagnostic. Bien, il y a des pays où ce diagnostic par sensibilité chimique et électromagnétique
est posée couramment, par exemple dans les pays nordiques, comme la Suède et la Norvège. Dès l'an 2000, on reconnaissait que les symptômes, par exemple au niveau de l'électricité, ils disparaissent quand on est dans des environnements non électriques, et c'est la même chose avec les produits chimiques. Et ce dont va nous parler Ronnie aussi, c'est que c'est très inquiétant parce que là, c'est plus juste 3-4 % de la population. On parle en 2016 de 13 % des Américains qui avaient reçu ce diagnostic. Donc, ça nous dit que les médecins sont plus sensibilisés, les médias en parlent de plus en plus. Il y a des débats à savoir est-ce que ce sont vraiment des gens qui sont hypersensibles, mais quand 13 % de la population américaine a ce diagnostic-là, il faut se poser de sérieuses questions sur la quantité de produits chimiques qu'on rentre dans nos maisons, qu'on s'applique sur la peau, qu'on consomme, et les problèmes de ventilation, évidemment, dans nos maisons. Donc, j'ai grand plaisir de vous présenter Rohini, qui est la présidente et chef de la direction de l'Association pour la santé environnementale du Québec. Il va être épaulé tantôt pour la période des questions par son mari, Michel Gaudet, qui est vice-président avec elle. Rohini étant elle-même handicapée par les produits chimiques, ça va être plus facile pour elle de faire sa présentation en anglais ce soir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en tant que bénévole, elle gère cette association avec Michel. Ils ont plus de 2000 membres et même ils ont pris le relais sur l'association défunte en Ontario. Donc, c'est l'association la plus active des personnes hypersensibles au Canada. Et je lui lève vraiment son chapeau. Ils font un travail colossal et ils ont un projet à nous présenter ce soir qui est vraiment extraordinaire. Donc, je vais arrêter mon partage et permettre à Rohini de présenter ses diapos. Andre, are you in full screen mode? Are you in presentation mode? Yes, yeah, I have. Okay, fine, thank you. Merci beaucoup, Andre. Thank you, Andre. Good evening, everyone. Today's presentation is titled Building an Ecoasis for Accessibility and Inclusion. I am Rohini Perez, President and CEO of l'Association pour la santé environnementale du Québec, Environmental Health Association of Quebec. Next slide, please. Today's objectives are to present on multiple chemical sensitivities and our housing project, Ecoasis. To understand the need for a housing project such as Ecoasis, I must present the medical condition and disability, multiple chemical sensitivity, the prevalence of this condition in Canada, and the unmet needs of this community. I will also summarize the housing project Ecoasis and describe the project, the challenges faced, and the present situation. Next slide, please. So how many Canadians are diagnosed with multiple chemical sensitivities and how does it affect them? Next slide. The prevalence of diagnosed cases of MCS has been steadily increasing and now represents 1 in 34 people diagnosed with MCS in Canada, according to 2020 data from Statistics Canada. In this table, you can see that there has been a steady rise in the prevalence of diagnosed cases from 2015, 2016, and 2020. Data in Quebec in this table also shows this increase, and 2020 data reports over 250,000 diagnosed cases in Quebec. Similar increases in prevalence are seen in all provinces and territories across Canada. Data was collected on MCS, or multiple chemical sensitivity, from 2000 to 2020. Over a 16-year period from 2000 to 2016, the number of diagnosed cases doubled to over 1 million. In 2020, it went to over 1.1 million diagnosed cases in Canada. What is interesting is in the younger ages, for the younger ages, the percentage of men are higher than women. And as it gets older, beyond 40, it's more women than men. For the 2020 data, 72% are women. Next slide, please. Multiple chemical sensitivity can be triggered by sensitization from large acute exposures or chronic low-level exposures to chemicals found in commonly used products. These products are those that contain scents, fragrances, or perfumes, including other chemicals, all of which off-gas as volatile organic compounds, also known as VOCs. They are found in products used
for personal use, cleaning, laundry, renovations, construction, lawn care, etc. Sensitization leads to many symptoms in many body systems from further exposure to these chemicals. The Canadian and other provincial human rights commissions recognize multiple chemical sensitivity as a disability to be protected like any other disability under the law. The most important need for people experiencing multiple chemical sensitivity is a space to live, work, learn, worship, and play. This means spaces that are free of triggers such as perfumes and toxic chemicals, mold, etc., that provoke symptoms in people with MCS. If this healthy space is not available to them, their sensitivities can spiral out of control and life becomes a living hell for these individuals as they begin to develop more sensitivities from exposures. These exposures lead to stronger symptoms at lower levels of exposure. If accommodation in the form of scent-free or fragrance-free and least toxic spaces is not provided immediately, this can lead to disability as the person then cannot tolerate spaces and activities that they once tolerated. This can result in loss of employment, lack of access to healthcare and social services and to the community, ultimately resulting in isolation as the person is very restricted from areas using products that trigger symptoms. And this can also lead to poverty, often stigmatization, labeling of the individual, and homelessness. The state of support from our governments is dismal. This population, as we have seen, is increasing and not about to disappear, yet there is no help, support, or services for this community. One of our members, Sophia, after begging for help at all levels of government, was approved for medical assistance in dying instead of healthy housing, and her life was ended on February 22nd, 2022. Next slide, please. There is bias shown towards this condition. Can you go one slide higher? I think you have the wrong presentation, Andre. Okay, you don't have the most up-to-date presentation. That's okay. I can just continue. I'm the one presenting, and that's the one I had in the folder that was sent to me. So I updated it last night because I told Andre that I would, but that's okay. It's fine. Okay. Okay. Thank you. So in 2021, we applied for and received ethics approval from Women's College Hospital, which is affiliated with the University of Toronto, to carry out a study on the impacts of COVID-19 health measures and quality of life of MCS sufferers. The study had 119 participants, all of whom had MCS for at least 1 year prior to the declaration of the COVID-19 pandemic. Next slide, please. The research team consisted of doctors and researchers, ASIC members, and the principal investigator, Dr. Rena Bray, is the medical director at the Environmental Health Clinic in Toronto. Next slide. The following is a descriptive of the results of the research. When asked about products entering living spaces or exposures, the following was reported. And these are the top 9 exposures at home reported to have initiated or started MCS or caused sensitization. They are scented air fresheners, cleaning products, construction or renovation materials, laundry detergents or fabric softeners, pesticides, disinfectants, furnishing, carpeting, mold or water damaged buildings. It is interesting to note that the top 4 exposures, that is scents, air fresheners, cleaning products, and construction materials, are the same that is found on the next slide on exposures in the workplace. Next slide, please. So these are the exposures that cause sensitization in the workplace. Notice the first 4 exposures, they're the same as the previous slide, with construction material being the 4th place at home and at work. The other workplace exposures are mold, disinfectant, paint, furniture or carpeting, pesticides, photocopy emissions, vehicle exhaust, and printing ink. Next slide, please. Regarding the question of safe housing, 52% of respondents reported living in unsafe housing. Safe housing was defined as being free of mold, materials that trigger symptoms such as paint, new construction or renovation materials, etc. And these exposures are triggers
from neighbors or nearby emissions, or from traffic or industry. And the top 7 exposures that entered the environment of the individuals who reported this data were laundry products, scents, cleaning products, cooking odors, tobacco smoke, disinfectants, and home renovation emissions. Next slide, please. If we take the 4 highest exposures, that is scents, laundry, cleaning products, and disinfectants, you will see that well over 50% of respondents had significant symptoms on exposure to these products. The highest percentage of symptoms are headaches, brain fog, breathing difficulty, fatigue, and irritability. And you will see that they are consistently reported for these 4 products. Next slide, please. As you will see from this slide, the other symptoms experienced touch various body systems, including the nervous system, respiratory system, musculoskeletal, gastrointestinal, cardiovascular, skin, eyes, and ears, and include symptoms such as memory difficulties, coordination and balance issues, joint and pain muscle, headaches, etc. Next slide, please. To the question of the number of symptoms that are experienced on exposure per individual, we looked at the symptoms experienced, again, looked at the symptoms experienced for the top 4 exposures that enter the living spaces of people with MCS, that is scents, laundry, cleaning, and disinfectants. And you can see there, some people with MCS had no symptoms on exposure, while some experienced 1 to 5 symptoms, and some experienced 6 to 10, and some 11 to 19. For instance, for scents, 30% had 1 to 5 symptoms, 27% had 6 to 10 symptoms, and 37% experienced from 11 to 19 symptoms. Similar patterns with differing percentages were seen with all other exposures. Next slide, please. Healthcare is a universal right. I'm sure we'll all agree with that. To the question about access to healthcare, a significant barrier to accessing healthcare as reported was scents, cleaning products, scented disinfectants, and scents worn by healthcare workers or staff. The other barriers included air pollution and construction or renovation materials. What this means for the community we work for, and this is not part of this study, but is often reported to us, is that when people with MCS don't have access to healthcare that is not scent-free and least toxic, they must weigh the seriousness of their health condition versus how much worse they will get with these exposures in hospitals or clinics. And it is not uncommon for them to weigh whether it is worth getting more ill from the exposures or writing out a medical need in their homes. Next slide, please. We asked for participants' comfort and confidence in asking for scent-free, least toxic spaces, also known as accommodation. For example, accommodation for a wheelchair user would be a ramp. To this question, 60% of participants who asked for accommodation were refused 5 times or more. And the top 6 reasons for requesting accommodation were fear of being stigmatized, a previous bad experience, fear of insulting people, lack of understanding from systems that are supposed to be supportive, fear of retaliation, fear of verbal abuse. Next slide, please. Some reported fear that the law is not on their side, and there were comments such as, "People avoid me and don't look at me in the eye," often show hostility. "I'm terrified that my landlord will call in the fire inspector and try to evict me again." So these are the stories we constantly hear at the association. It is more than heartbreaking. Next slide, please. In summary, we noted the high socioeconomic and health burden of the MCS condition, that this is a vulnerable population experiencing disability, financial disadvantage, and homelessness, that the MCS population was more susceptible to severe COVID-19 illness because of increased comorbidities and the older age of this population, that scents, cleaning, and laundry products and disinfectants were important exposures, that the majority of symptoms are related to cognition and the brain, and that because of the lack of awareness, it is difficult for this community to obtain access for essential services. Next slide, please. And here we come to EcoOasis. Healthy housing such as EcoOasis, the EcoOasis project, will build community and return human rights and dignity to our MCS community. Remember,
Sophia, who was offered death instead of housing. We had identified as far back as 2004, when the group started, that healthy housing was required as the basis for good management of MCS. So what is healthy housing? It includes building a community and helping people return back to living through opportunities to do the things they used to do and the things they loved to do before, and to do all of this in a healthy environment that is secure for them. Location is very important. The housing has to be away from heavy traffic, industry, agriculture, and golf courses, and not be downwind of polluting sources. In addition, one must consider proximity to services. And most important is product choice, not only for construction, but also for renovations, personal use, cleaning, and all other applications. The choice would be to no to low VOCs, such as hard materials that do not off-gas, and least toxic solutions for all uses and applications. For example, the use of prevention rather than chemical use to contain a situation, such as a plan for mold prevention and control through monitoring, rather than using mold remediation. Or constant vigilance and land management for insect control and sealing cracks, rather than using even eco products for pest control. Next slide, please. Here is our EcoOasis project. It will exist on 25 acres of land, which was donated to the association in 2012. It is surrounded by forest and clean air. It is located in the Laurentian Mountains. 40 units have been allocated to this project by the Quebec government and will be built on 2.5 acres. Paths and trails will allow for enjoying nature all year round. Appropriate building materials, design, and location will be chosen. Community hall and kitchen to address isolation and include inclusion and encourage inclusion. Sorry about that. And also we will have organic gardening. Next slide. The key feature of EcoOasis will be sustainable practices that will include bioclimatic principles to include choice of land, solar energy, wind direction, the orientation of buildings, drainage, and protection of natural spaces. Eco-construction will include the choice of materials, management of the worksite, ventilation systems, regular maintenance, and the impact on the natural environment. The quality of air and the environment will depend on being far away from sources of pollution, or on indoor air quality, on controlling humidity, landscaping, and preserving flora and fauna. Eco-responsibility will focus on inclusion and accessibility, and tenants will have access to workshops on how to live in and maintain healthy housing, other opportunities for growth, including organic gardening. The community hall will be a place for sharing, and the lease will specify the use of specific cleaning and personal products so that we live in a way that we respect human health and the environment. Next slide, please. We are advocating for this to be a pilot project with all levels of government, and that this project can be duplicated. As you have seen, the need exists for the MCS community and for everyone in order to prevent developing this disability. Our challenge is material choices, as it is difficult to know the content of each product. Labels do not carry enough information, and there is a lack of transparency starting at the supply chain. This we know, and it is a recognized problem. This is an affordable housing project. However, to keep it affordable, there has to be grants and not additional loans. A significant portion of the MCS population experiences the lower end of the income scale. For instance, of the people with MCS who are employed, 26% earn less than $20,000, and 50% are unemployed. And of those, 65% earn less than $20,000 again. By its very nature, eco-housing is more expensive to build. Therefore, we need additional grants to keep the rents affordable. On the other hand, building in areas with no infrastructure, which is required to be away from pollution, has increased costs. But this has to be considered by funding bodies as a need for this disability and this community in order to live in health and to regain their lives. The last point is the political will.
For political will, we need public education and even outcry. For instance, we should collectively ask, how can this happen to us? Victims of contamination are ignored, stigmatized, labeled and neglected. How many of you knew about multiple chemical sensitivity before this event? And also just how devastating and life-changing it is. We have to do much more education and awareness to bring this growing health need to a society consciousness level. In a sense, we are all vulnerable. No alarm bell goes off before sensitization. Therefore, this is a subject that should concern us all. Thank you very much for your time. Alors, merci beaucoup, Rohini. Est-ce que, bon, tu veux prendre les questions? Oui, bien sûr, je peux faire le relais des questions. Alors, dans le chat ici, on avait 2 questions qui s'adressent à Ginette Dupuis. Donc, Ginette, si vous voulez rallumer votre micro, ça vous permettra de répondre en direct. Première question. Bonjour, est-ce que la maison respecte les critères du Code du bâtiment ainsi que celui des créanciers hypothécaires? Bien sûr, j'ai eu un permis pour construire cette maison, donc c'était correct. Il y a des choses comme par exemple, je n'ai pas de coupe-vapeur parce que c'est un mur qui respire et j'ai travaillé avec Diane Bastien qui a simulé mes murs de maison pendant plusieurs saisons, même plusieurs années. Et il n'y a aucun problème de condensation dans ces murs parce qu'ils ont une grande perméabilité à la vapeur d'eau. Et alors, pourquoi mettre un coupe-vapeur? Alors, c'est la seule chose qui ne répond pas au code. Et à part ça, tout est là. Merci pour cette réponse. Prochaine question. Dans le milieu rural en Afrique, beaucoup des maisons sont en banco, terre battue en argile, à l'image de la mosquée de Djenné au Mali, classée patrimoine de l'UNESCO, mais ces maisons nécessitent des entretiens fréquents pour renforcer les murs. Comment rendre ces maisons durables? Bien, moi, comme j'ai expliqué, mon seul mérite, c'est d'avoir adapté ce matériau au climat du Québec. Donc, ce n'est pas à l'extérieur. Avec nos gels, dégels, ici, on ne peut pas mettre ça à l'extérieur. Donc, l'entretien est minime à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Merci. Donc, c'était les seules questions qu'on avait pour le moment. Je ne sais pas, André, si tu avais envie de relancer peut-être ou d'y aller avec les questions que vous recevez peut-être le plus fréquemment sur ces sujets-là, qui sont quand même complexes, puis qu'on survole un petit peu. Aujourd'hui, chacun a eu comme un 20 minutes de présentation. Ça nous permet de comprendre une grande partie des problématiques liées à ça, comment faire en sorte qu'il y en ait moins ou qu'il n'y en ait plus du tout dans notre environnement et pourquoi. Quel genre de questions est soulevé le plus couramment de la part du public par rapport à ça? Bien, ces questions pour Ginette étaient très pertinentes parce que c'est ça, effectivement, la minute qu'on s'éloigne des techniques standards, même la construction à ballot de paille, la SCHL a fait beaucoup d'études là-dessus. Ça a été démontré. Donc, quelqu'un qui voudrait faire sa maison de terre, c'est certain que Ginette devrait être là pour l'épauler. Elle a parlé de Diane Bastien, qui est physicienne et qui a un doctorat en génie du bâtiment à Concordia et qui utilise les logiciels de simulation. Donc, souvent, ces questions-là pour les autoconstructeurs, ben, je leur dis, entourez-vous bien. Lise, si tu es là, je voudrais te demander, selon ton expérience, rebonjour dans ta classe à la maison, parmi la longue liste de perturbateurs endocriniens, ça va des bouteilles d'eau en plastique à nos stars de vinyle souple, aux pesticides et autres. Quelles sont les substances auxquelles les gens sont les plus exposés ou qui vous préoccupent, en particulier les chercheurs dans ce domaine? Mais comme tu le dis, il y en a énormément. Évidemment, les plastiques, en partant, on a énormément de plastique autour de nous, puis qu'on utilise pour différentes fonctions.
Dans l'ameublement, il y a des plastiques, dans les stores, comme tu le disais, des plastiques mous, là, comme les rideaux de douche, les, hem, les voyons, j'essaie de trouver le je cherche mes mots. Les tapis pour mettre nos chaussures, pleines de neige ou mouillées, vous savez, c'est tout ce qui sent, hein. Quand on rentre dans certaines quincailleries que je nommerai pas ici, on le sent. Alors ça, ce sont des phtalates, ce sont des substances qui sont quand même assez, présentes puis auxquelles on est exposé. On n'a pas parlé, par exemple, les bisphénol A, hein, c'est qui est une substance qui, contrairement aux phtalates, qui est aussi plastifiante, mais pour donner du plastique dur, alors qu'on retrouve aussi partout. Et puis, que ce soit dans les amalgames dentaires blancs, que ce soit, dans les bouteilles d'eau, évidemment, les 18 litres. Puis le Canada était le premier pays au monde à bannir, les biberons avec, du bisphénol A. C'est pas pour rien. Il y a d'autres raisons aussi politiques derrière ça, mais c'est pas pour rien parce que c'est quand même une substance qui est fortement oestrogénique, hein, qui mime l'estrogène, et puis, on a voulu au moins éviter ça aux enfants au de jeune âge, mais tout le monde est quand même continue à être exposé, que ce soit aussi le revêtement des boîtes de conserve, et cetera. Mais lorsqu'on bannit une substance, qu'on change pour une autre, ben le problème recommence parce que par rapport, par exemple, au bisphénol A, qui a été changé par le bisphénol F puis S, ben il y a des études de plus en plus qui nous démontrent qui sont pires, que le bisphénol A. Alors, on n'en sort pas. Il y a les nonylphénols, il y a, le parabène, il y a beaucoup, beaucoup de produits qu'on retrouve dans les produits de soins corporels. Alors, c'est quand même assez, important parce qu'il y a quand même, des habitudes, hein, qu'on a d'utiliser ces substances-là. Et puis, ça fait en sorte que les femmes, surtout les adolescentes, ou les femmes en âge de procréer qui sont exposées à ces substances-là, beh, comme je le disais dans la présentation, c'est vraiment à l'état fœtal là, qu'on est peut-être le plus vulnérable par rapport à cette exposition-là. Oui, c'est très pertinent ce que tu dis là. Merci, Lise. Quand tu parlais des phtalates, c'est les plastifiants qui rendent le PVC souple. Donc, les rideaux de douche, les stores, même les revêtements de sol en vinyle souple. C'est ces produits-là, comme même les cartables et autres choses pour enfants. La minute que cette odeur-là, il faut vraiment s'en méfier parce que c'est là qu'on va être plus exposé. On n'a pas mentionné aussi tout ce qui est produit à base de fluor antiadhésif. Je ne sais pas si ça peut sur bâtiment endocrinien, oui. Et puis les agents ignifuges, les fameux retardateurs de flamme. J'ai une anecdote à raconter. Pendant longtemps, les gens s'endormaient, hein, sur le divan ou au lit avec une cigarette. Alors, il y avait beaucoup de décès et c'est là qu'on s'est mis à mettre plein de substances. Et comme tu dis, quand on voyait que les substances étaient toxiques, on les remplaçait par d'autres et au fil des années, des décennies, on voyait qu'elles étaient peut-être aussi toxiques ou plus. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que maintenant, au lieu, la Californie est pionnière dans ce domaine-là, au lieu d'écrire ce divan a bel et bien un agent ignifuge, ben là, ça dit qu'il n'y en a pas. La science est assez avancée pour dire aujourd'hui, on n'en veut plus. Il y a beaucoup moins de gens qui s'endorment avec une cigarette au lit ou sur le divan. Et on a vu que ça cause beaucoup plus de tort, ces produits-là, qui malheureusement, on s'assoit sur un nouveau divan, puis il y a de la poussière, des gaz qui revolent pendant des mois. Et puis, même les peintures, je ne sais pas si les ingrédients des peintures, est-ce que ça affecte les hormones également? Je pourrais pas dire exactement là, par rapport à ce qu'on Je ne suis retrouve dans pas les certain. peintures, là, mais c'est Je sais que les je glycols, pense les, pardon? les glycols sont très inquiétants, ont été retirés, remplacés. Et c'est ce qui fait qu'en fait, la minute qu'il y a une odeur, hein, avec les nouvelles peintures, on peut dire que c'est à faible émission de COV, les fameux De composés COV, organiques c'est ça. volatiles. Mmh. Mais en fait, il faut vraiment que ça soit 0 COV ou 5 grammes par litre maximum et exiger 0 COV dans les pigments aussi. C'est quand on rajoute des colorants, il y a beaucoup d'odeurs. Par exemple, plus les peintures sont foncées. Puis moi, ça me choque quand je vois que les gens peinturent aujourd'hui, qu'il y a une odeur qui va durer des jours, des semaines, des mois. Ce n'est plus nécessaire, on le sait depuis les années 90, que, bon, au moins dans le pétrochimique, il
les résines qui sont moins polluantes, il y en a à base d'eau acrylique, mais comme disait Ginette, la meilleure chose, c'est les produits naturels qui ne vont pas émettre des produits chimiques, qui ne vont pas créer de l'électricité statique, entre autres. Je ne sais pas si tu veux rajouter, Ginette, au niveau des peintures, des finis naturels, les huiles. J'aurais d'ailleurs une question à ajouter par rapport à ça pour Ginette. Ben, la peinture acrylique, c'est synthétique. OK? Alors, ça vient détruire aussi. On ne met pas ça, par exemple, sur la terre, sur un matériau terre, parce que ça viendrait gaspiller toutes les qualités exceptionnelles de ce matériau-là. Alors, on n'a plus le choix. Je pense que nos maisons doivent être des havres de santé et il faut discarter ça. On n'a plus le choix. OK? Alors voilà. Alors, il y a des. Quelle compagnie ce soir qui était invitée, là, j'adore leurs produits. Comment ils s'appellent? Toqué. Toqué. Oui, Toqué. Oui, Toqué. Oui, j'adore leurs produits. J'ai de la peinture à base de chaux d'eux que je mets un peu partout quand j'ai besoin de peinture. Alors, c'est possible de mettre des finis naturels dans nos maisons. Et dans ce sens-là, Ginette, il y a une question ici. Est-ce que c'est possible de recouvrir les murs de blocs de terre avec un enduit à base de chanvre? Ça, je ne sais pas le chanvre, mais on pourrait, par exemple, à base, tout ce qui est naturel, à base d'argile, par exemple, puis même la chaux, je pense que ça pourrait faire. OK? Mais il ne faut surtout pas gaspiller. Moi, pendant le temps des fêtes, j'ai un petit sapin en feutre sur un de mes murs, puis je prends la température de mes murs à tous les matins parce que je suis en train d'écrire un livre sur mon expérience québécoise de construction en terre. Et puis, en dessous du feutre, il y a souvent plus qu'un degré de différence, juste parce qu'on met quelque chose. Alors, si on met une peinture, oui, ça. Comme vous le disiez, ça va plus. altérer. Ça va altérer l'efficacité ou en tout cas les bienfaits. Pas la même chose. Et une Oui. autre question. Bon, moi, je laisse mes murs naturels en ce moment parce que je prends la température de mes murs à tous les matins justement pour mon livre. Et finalement, j'aime ça plus que je pensais. Je ne sais pas si je vais les recouvrir finalement. À suivre, donc probablement dans la lecture de votre livre ou à l'occasion d'une autre intervention de ce type. Est-ce qu'il est possible d'installer des tablettes sur des murs en terre comprimés? Est-ce qu'on peut y accrocher des choses? Certainement qu'on peut accrocher des choses. Si vous, comme par exemple, j'ai fait une exposition de peinture, OK, qui était temporaire. Donc, j'ai mis un rail en dessous avec alors, les tableaux étaient accrochés par le rail à différentes hauteurs avec des chaînes. Et puis, on était capable d'enlever ça. Mais si le tableau est là pour 20 ans, ben oui, on peut faire un trou, pourquoi pas? Donc, c'est une possibilité. Là, il y a une question ici oui. d'une des auditrices. Je fais construire actuellement une petite maison sur une fondation déjà existante, protégée par une membrane de type delta avec un drain français. L'ossature de la maison est en bois isolé de chanvre, mur et toiture. Les membranes par air extérieur, j'imagine, respirent et sont fabriquées par la compagnie Salola en France. La membrane sur la toiture est également de Salola. La toiture est en métal. Les murs extérieurs sont en cèdre blanc de notre belle province. Ma question est, puis-je finir les murs intérieurs en blocs de terre comprimés? Il faudrait s'assurer qu'il y ait une bonne structure pour recevoir, parce que l'inconvénient du bloc de terre, c'est que c'est lourd. Mais j'ai différentes grosseurs de blocs aussi. J'ai 3 grandeurs de blocs. Donc, on peut mettre avec le poids, avec la fondation qu'on a, on peut aller chercher le bloc qu'il faut. Merci. Encore une question pour vous. Décidément, cette maison fait beaucoup d'effets et je suis pas étonnée. Moi aussi, je me suis dit, ça y est, c'est ça que je veux. Donc, là, je perds mes mots. Fireplace, c'est une question en anglais. Le foyer, est-ce qu'il est, par quoi il est alimenté? Est-ce que c'est au bois? Oui,
et c'est au bois. Comme par exemple, aujourd'hui, ce matin, il faisait moins de 30 ici en Estrie, OK? Mais il faisait soleil. J'ai pas eu besoin de chauffage, OK? Parce que le soleil rentre, la chaleur rentre et c'est très, très confortable. Et ensuite, cette chaleur qui rentre dans la masse thermique va être redonnée ce soir. Et puis, je suis même pas sûre d'avoir besoin de chauffage ce soir. Mais c'est vraiment merveilleux, ça, que ce soit juste là en appoint, que le reste soit déjà relativement indépendant et autosuffisant. J'ai une question pour Rohini. Ici, je vais la dire en anglais. On your, What products will you use in the ASEC project EcoASIS? Donc, quel produit sera utilisé dans le ASEQ pour le projet EcoASIS? je vais laisser pour Michel pour répondre en français, puis si nécessaire, je vais répéter en anglais. Merci. Bon, les produits, il faut comprendre que c'est un projet qui est financé par le gouvernement, donc il faut respecter les codes de construction, tout ça. Et le choix des matériaux, évidemment, c'est les matériaux les moins toxiques, mais d'exemple, pour en apprendre plus, les matériaux, on a un exposé, un webinaire le 23 mars avec la Société d'habitation du Québec, et puis on a des compagnies qui existent ici et des experts qui peuvent mesurer, qui peuvent tester les produits. Et je vous donne l'exemple d'une construction saine. Ils ont utilisé des produits non toxiques et dans le test, c'est une construction de 340 mètres carrés. On a ramassé 2,3 tonnes de matériaux toxiques qui sont sur la liste rouge, malgré que les produits étaient labelés, excusez le terme anglais, étiquetés écologiques. Donc, c'est pas simple de faire un projet public. Évidemment, c'est un choix de matériaux, de construction, de ventilation et de période pour laisser les matériaux se dégager avec différentes méthodes qu'on a aussi pour ça. Alors, je ne peux pas vous donner une liste précise de matériaux parce qu'on travaille avec des experts maintenant pour le choix de matériaux. On a certains matériaux déjà qu'on connaît, mais évidemment, les coûts sont différents aussi. Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à considérer. Oui, vous allez add to that, most of the products, a lot of the products, not most of the products, are what our members can tolerate. But then again, we don't know the composition of that product unless it is tested, because they only report up to a certain percentage. They don't report the low levels. And from the manufacturer, from the supply chain, there is no transparency. Often they met with lawyers who hide information, and so the manufacturer doesn't even know what they're using in their product. So because of that, in this conference on March 23rd, which we will start advertising in about 10 days, it's funded by the SHQ. It's to find out how we can build in the best possible manner, and to ask Quebec to join, like what Andre is doing and what all of you are doing, to join in to start making more healthy, transparent labeling and healthy products so that we can have better air quality in our communities. Si je peux ajouter, justement, la bonne nouvelle, c'est que les architectes, les designers, de plus en plus à travers le monde, demandent des comptes aux fabricants. Donc, il y a des déclarations d'impact environnementaux, mais aussi d'impact sanitaire qu'on peut demander aux fabricants. Ils ont toujours dans le pétrochimique des ingrédients secrets, des fois, là, comme les semi-volatiles ne sont pas déclarés. Puis ça peut être du fluor, justement, comme le téflon, qui a rendu beaucoup de gens malades dans le monde, des déversements dans l'eau potable aux États-Unis. Donc, comme disait Ginette, il faut vraiment tenir compte, évidemment, de l'impact sur les usagers, mais l'impact de la fabrication de tous ces produits pétrochimiques. Et je suis certain qu'avec un projet de 40 logements, vous allez être épaulé par des professionnels qui vont vous aider de ce côté-là et faire avancer les choses. Mais j'ai hâte que ça aboutisse parce que ça fait une dizaine d'années que vous travaillez là-dessus. Michel, si tu veux parler un peu de vos défis par rapport au gouvernement qui sont toujours conservateurs. La Société d'habitation du Québec
nous a octroyé 40 logements et puis le ministère de la Santé a bloqué le projet parce qu'ils ne reconnaissent pas la condition. Ils ont demandé à l'Institut national de santé publique du Québec de faire une revue de littérature sur la condition, puis ils nous disaient, ben, tant que le rapport n'est pas sorti, donc l'INSPQ a publié son rapport en juin 2021. Une chose particulière, les NSPQ sont arrivés à cause de la sensibilité chimique multiple dépendait de l'anxiété. Ce qui est différent, ce que l'Ontario et l'Alberta ont trouvé, le ministère de la Santé en Espagne ou en Allemagne, même des travaux de recherche en Italie, ce n'est pas ce qu'ils démontrent, mais l'INSPQ est arrivé à cette conclusion-là. Et quand on regarde leur rapport et qu'on voit le biais du toxicologue qui a choisi les études, André, tu l'avais déjà interviewé et lui, déjà, avant la revue de littérature, il savait que c'était une condition psychiatrique. Donc, c'est difficile de se fier à ce rapport-là. Mais le Québec est en retard sur les autres provinces. C'est la seule province qui n'a pas d'hôpitaux sans parfum. Tu en parles au ministère de la Santé, ben, ça dépend des hôpitaux, ce n'est pas notre problème à nous. Donc, on est en retard là-dessus au Québec. On est exposé à certains produits que... Exemple, les industries québécoises, comparées aux industries britanniques, sont en retard sur des produits moins toxiques. Donc, il y a un manque de transparence et un manque de rigueur et de régularité dans ces systèmes-là, entre autres. Ben, à moins que les chercheurs québécois aient la vérité que les autres dans les autres pays. Ben, écoute, je veux dire, lorsqu'on a rencontré l'INSPQ, le docteur qui est en charge de ça, on savait qu'est-ce qui était le mandat que le ministère de la Santé avait donné, parce qu'on avait demandé au ministère de la Santé. Et lui, vu qu'il trouvait pas, vu que le groupe ne trouvait pas rien de différent d'ailleurs au pays, ils ont fait changer le mandat, parce qu'ils nous avaient dit dans une réunion, moi, je vais trouver la cause, puis comment on va soigner ces gens-là. Ben, on a de nos membres qui se ramassent en psychiatrie au Québec, ici, à Albert Giffard, entre autres, puis on les traite finalement avec des chocs électriques. Tu parles à ces gens-là, après, ils sont toujours hypersensibles. C'est la position du Québec. Oui, donc... Vous travaillez aussi avec l'hôpital de l'Université de Toronto, Women's College. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand les médecins sont tombés malades qu'il y a de l'action, parce que c'est ces médecins-là qui savent que ce n'est pas psychosomatique la cause. Il y a des effets psychologiques, évidemment, d'avoir peur à répétition d'être exposé. Mais c'est vraiment malheureux. On voit un blocage politique. Moi, ça fait 30 ans que j'écris là-dessus. And also, I would add, Andre, that any chronic condition has a psychological effect, but it is not the cause of the condition. Exactement. It's not the cause of cancer, it's not the cause of Parkinson's. And so to address the issue, to recognize it as a health condition, and to provide accommodation, we will have better communities across our country. The person who is helping us with choosing of materials, he's actually in Beijing and in China, in Shanghai also, and he has MCS, and because he has MCS, he was an architect, and he started testing the final product. What is in the final product is not on the label, and he did the testing actually of a LEED building and found so much toxic material in what was supposed to be healthy material. So there's a lot to be done, but this bias in science, and this was a poorly done study. We've made 2 complaints and we've sent another complaint in, and then we're going to take this further, because this report will cause stigma in this community. It will cause for this community not to have healthy environments, and it'll cause more pain and hardship. And Andre, you know that we've had people who've committed suicide, not because they didn't love life, but because there's no place on this planet for them. Oui. Michel, si tu peux résumer un peu ce qu'elle a dit. On ne t'entend pas, Michel. Il y a beaucoup de meilleure ouverture. Bon, il y a un blocage politique au Québec, meilleure ouverture au fédéral. D'ailleurs, le gouvernement fédéral nous a approchés, même si on est une association québécoise. On est la seule ressource au Canada pour les sensibilités chimiques multiples. Donc, on travaille au niveau canadien maintenant. Et puis, il y a 2 jours, on a été invités à participer au comité d'environnement le nouvel accord nord-américain sur le libre-échange. Ils ont une commission environnementale. Alors, ils nous ont demandé de participer à cette commission-là. On n'a pas encore répondu, on l'a eu il y a 2 jours, là, mais oui,
beaucoup plus d'ouverture au fédéral. Toutes les bases de Santé Canada, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, Passeport Canada, Douane, font tous son parfum. Au Québec, ça n'existe pas, c'est politique. Là. Mais ça prend des projets comme le vôtre et des personnes comme vous pour faire avancer les choses. Alors, bravo pour ça. J'ai peut-être une dernière question. On pourrait y aller avec celle-ci. Donc, pour Ginette, vos fenêtres sont-elles en paritodynamique, donc fenêtres à énergie renouvelable? Non, Non. ce ne sont pas c'est tout simplement des fenêtres, 2 panneaux de fenêtres du côté sud et 3 vitres du côté nord, tout simplement. Ce sont des vitres, des fenêtres en bois recouvertes d'aluminium à l'extérieur, donc aucun entretien. Alors voilà, c'est surtout de très, très bonnes. Le matériau-terre, comme j'ai dit, ça dure très longtemps. Et donc, on met juste de la qualité, de la grande qualité. Et c'est ce que j'ai fait avec ma maison. Merci beaucoup. Ça va durer très longtemps aussi. Excellent. André, est-ce que tu voulais conclure d'une certaine manière ou j'y vais avec le petit mot de sortie? Je suis très, très heureux que tout le monde ait été là ce soir. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Content que Ginette, ta connexion par satellite ait fonctionné. Alors, je vous invite à partager cette vidéo qui va être en ligne. Ça prend 15 jours habituellement, Maud. Un petit peu plus rapide que ça quand même, mais Et- on va envoyer ça en même temps que le sondage de satisfaction au courant de la semaine prochaine. Et les présentations qui ont été montrées ce soir aussi, vous allez y avoir accès. D'accord, parce que je n'ai pas vu si celle de la semaine dernière est en ligne. Je m'enverrai un courriel pour ça, puis on va diffuser. Absolument. Donc, moi, je vous invite une fois de plus à visiter les sites web de la SEC, du Réseau des femmes en environnement et de Ginette Dupuis et maisonsaine.ca. On écrit depuis une trentaine d'années déjà sur les maisons saines écologiques. Donc, ça fait toujours plaisir de répondre aux questions des gens qui nous écrivent et surtout de mettre les gens en contact afin qu'ils et elles puissent collaborer. Merci beaucoup à la Maison du développement durable et à nos partenaires. Un grand plaisir de vous avoir reçu ce soir en virtuel. Peut-être que la prochaine fois, ça pourra être en présence à la Maison du développement durable. On serait très heureux de vous recevoir à nouveau pour approfondir ces sujets-là qui, là, on a pu les survoler, comme je l'ai nommé tout à l'heure, mais qui seraient à discuter encore plus amplement avec un échange direct avec le public. Ça serait bien intéressant. Donc, un courriel sera envoyé aux participants avec le lien de rediffusion si vous souhaitez partager. On vous invite fortement à le faire parce que je crois que ça va intéresser énormément de gens et c'est important que les messages soient transmis, que les informations circulent. Je vous invite à nous suivre, donc la Maison du développement durable sur les réseaux sociaux, visiter notre site web parce qu'on a souvent des événements de ce type-là. Qui visent justement à faire rayonner des informations essentielles pour notre santé, la santé environnementale également. Merci à nos collaborateurs et intervenants de ce soir. Ça a été un grand plaisir de vous entendre. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci encore une fois à Hydro-Québec, qui est le partenaire principal de notre programmation et qui la rend gratuite et accessible à tous et à toutes. Un grand merci et bonne fin de soirée. Merci. En passant, tantôt, moi, j'ai enregistré parce qu'à un moment donné, on a entendu que ça avait arrêté d'enregistrer. Je vous rassure, l'enregistrement a été reparti. Et puis, comme c'est diffusé en direct également sur les plateformes, chaque plateforme enregistre aussi une version. Donc, on a tout ce qu'il faut. Merci de l'avoir fait, André. Merci encore à tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bye bye. Bye.